Choisis ton camp, camarade. Aujourd'hui, plus de place pour les neutres. D'ailleurs, il y a bientôt plus de neutres, à part nous, les Suisses. Et ça ne semble pas trop nous réussir à voir les attaques dont on fait l'objet aujourd'hui, de la part des Américains, bien sûr, des Russes et même de certains de nos politiciens qui reprochent à la Suisse sa sacro-sainte neutralité dans ce contexte de guerre en Ukraine qui, décidément, ne laissera personne en paix. Mais en paix et avec tout le monde, c'est notre core business à nous, les Suisses, pour être riches, heureux et prospères. Et sinon quoi ? Sommes-nous condamnés à une gloire finissante, comme notre héros national Roger Federer, ballotté par un nouvel ordre mondial que nous ne maîtrisons plus ? Ou saurons-nous nous réinventer pour survivre dans ce nouveau monde ultra polarisé ? Eh bien, on en parle ce soir dans Le Point, avant de retrouver en fin d'émission l'avis évidemment éclairé sur ces questions d'Alexandre Kominec. Bienvenue à vous toutes et tous sur l'Aimant Bleu. Et bienvenue à nos invités. Ce soir, autour de cette table, pas de Roger Federer, mais beaucoup de stars. Vincent Cuchol, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Alors, vous êt le champion de l'humour en Suisse romande, avec votre acolyte Vincent Veillon. Votre fonds de commerce, c'est la Suisse et les Suisses sous toutes leurs coutures, croqués dans l'émission 52 minutes, évidemment, et 120 secondes sur la RTS. On regarde d'ailleurs tout de suite un extrait pour le plaisir. C'était le 5 mai, sur la matinale, sur l'accueil des réfugiés ukrainiens qui posent problème. Rémi Cortési, bonjour. Oui, bonjour. Vous hébergez une famille ukrainienne depuis quelques semaines ? Oui, avec ma compagne Cerise Vuadens et nos 3 enfants, Zadigachil, Romy Céleste et Thelma Lune. Nous avons choisi il y a 10 jours d'ouvrir les portes de notre ferme rénovée d'Assan à la famille monoparentale Atrotchenko, en provenance de Zaporizhia, Svetlana et ses 2 enfants, dont j'ai oublié le prénom. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous porter volontaire ? Alors, il y a toutes sortes de raisons. D'abord, notre famille s'implique chaque année dans un projet solidaire. Et comme avec le Covid, nous avons raté 2 éditions du Festival de la Terre, où nous sommes habituellement très impliqués, eh bien, nous nous sommes dit que cette bonne action serait une manière de compenser cette absence durant 2 ans. C'est ça, donc la solidarité. C'est ça, oui, absolument. Et puis l'ouverture à l'autre également, je dirais, c'est important. J'ai pour ma part toujours été très attiré par l'espace russophone. Oui, j'avais d'ailleurs hésité à étudier les langues slaves à l'université avant de me tourner vers l'anthropologie et les études genre. Et puis Zadigachil aimerait beaucoup étudier le design graphique à l'ECAL lorsqu'il sera sorti de l'école Steiner. Alors avec Cerise Vuadens, nous nous sommes dit qu'un contact étroit avec l'alphabet cyrillique serait une manière de stimuler sa créativité graphique. Peut-être, ouais. Oui. Les Suisses et la Suisse, Vincent Cuchol, vous en avez fait des pièces de théâtre et des livres plus pointus aussi, comme les institutions politiques suisses. Dieu sait si c'est pas glamour comme sujet, mais vous avez réussi à en vendre plus de 300 000 exemplaires depuis sa parution. C'est dire si vous savez parler de nous-mêmes. Et c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Peter Brabeck, Lette Maté, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment d'être parmi nous, vous aussi. Alors vous avez, Peter Brabeck, longtemps été l'incarnation de Nestlé, l'entreprise phare, symbole fleuron du génie économique suisse. Une épopée que vous avez racontée notamment dans votre livre Ascension, paru aux éditions Favre en 2020. Des sommets autrichiens dont vous êtes originaire, aux sommets économiques et politiques que vous connaissez très bien aussi. Vous avez été membre de la commission nommée par Nicolas Sarkozy dans les années 2000 pour relancer l'économie française. Vous êtes un proche d'Emmanuel Macron aussi, qui avait dans une autre vie négocié pour vous, pour Nestlé, le rachat de la division nutrition infantile de Pfizer. Le regard d'en haut, le regard large donc sur notre devenir suisse. Emirette Zaki, bonsoir. Bonsoir. Journaliste économique et essayiste d'obédience libérale, toujours critique, c'est votre côté journaliste, y compris sur la Suisse. Dans votre dernier livre paru aux éditions Favre, vous aussi, il y a quelques semaines, vous vous attaquez à la désinformation économique. C'est le titre, comme arme politique à Washington comme à Berne. Et Philippe Wahl, bonsoir. Présent chaque semaine avec nous. Merci Philippe, ancien directeur de France Inter et de Charlie Hebdo et auteur prolixe. Citons votre dernier ouvrage, un dictionnaire philosophique, paru aux éditions L'Observatoire. Et enfin François Garçon, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints de Paris. Vous êtes historien, maître de conférences à l'Université de Paris 1 et grand spécialiste de la Suisse. Racontez aux Français. Vous êtes vous-même binational et vous avez écrit une demi-douzaine d'ouvrages sur nous, notre modèle,
Suisse tellement mieux que celui des autres, dont le dernier, France, démocratie défaillante. Il est temps de s'inspirer de la Suisse, qui est paru l'an passé aux éditions L'Artilleur, Le Toucan. Vous êtes aussi vice-président de la Chambre de commerce suisse en France. Et alors, première question, c'est quoi l'image de la Suisse aujourd'hui à l'étranger, notamment en France? Est-ce qu'elle correspond à ces attaques qu'on voit de la part des Américains, notamment? Alors moi, je tiens à vous rassurer, l'image de la Suisse en France, je parle que de la France, je ne parle pas de l'Espagne, de l'Italie, il n'y a pas d'image. La Suisse n'existe pas en France, elle n'existe dans quasiment aucun média. Ceux qui sont sceptiques sur cette affirmation n'ont qu'à se tourner sur l'ensemble de la presse française le 16 mai dernier, au lendemain de la votation, où il y avait 3 objets qui étaient proposés à l'approbation des citoyens suisses. Il n'y a quasiment aucun journal qui n'a rapporté l'information comme quoi... Donc, il n'y a aucune image de la Suisse en France. Mais c'est un problème français ou bien il y a une vieille image qui subsiste, celle-là, elle est pérenne, et je pense qu'elle est pérenne pour plusieurs siècles, c'est les banques maudites, les banques trafiquantes et qui abritent les fonds en déshérence. Je veux dire, on est dans un système de clichés. Moi, j'ai essayé de casser ces clichés depuis une quinzaine d'années, et j'en arrive à la conclusion qu'ils sont incassables, et les Suisses peuvent dormir sur les 2 oreilles. Les Français se contrefichent de la Suisse, ce qui n'est pas forcément exact. Lorsqu'on est frontalier, il y a quand même 170 000 frontaliers qui viennent travailler en Suisse, qui, eux, probablement ne se contrefichent pas de la Suisse, puisqu'ils y viennent gagner leur vie. Mais la problématique de comment fonctionne la Suisse, qu'est-ce qu'est la Suisse, les Français sont contre-foot. Est-ce qu'ils s'intéressent à d'autres pays ? Vraiment, à part eux-mêmes. Alors, ça, c'est un vrai problème. Je veux dire, les Français s'intéressent quand même beaucoup aux États-Unis. C'est tout. Et c'est tout. Voilà. Vous qui êtes l'ambassadeur, justement, de la Suisse, j'imagine que vous allez un peu à l'étranger. C'est quoi votre constat, Vincent Cussard? En effet, on est peu connu, y compris aux États-Unis aussi. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps sur MSNBC. Ils relataient la tendance à rejoindre l'OTAN de la part des pays nordiques, et ils ont cité la Suisse parmi les 3 pays nordiques. Cette fameuse confusion entre la Suède et la Suisse. Donc je crois qu'en effet, peu de nations s'intéressent à la Suisse, et peut-être que c'est tant mieux. Et que à part elle-même. À part elle-même, ça nous permet d'être vivons cachés, vivons tranquilles, vivons heureux. Bon, alors cachés, en tout cas... Enfin, heureux. Alors, la question, c'est qu'on est quand même attaqué, notamment par les Américains. Peter Brabeck, qu'est-ce qui se cache derrière ces attaques, selon vous, aujourd'hui? Je pense tout d'abord, les Américains, ils s'attaquent tous ceux qui ne font pas exactement ce qu'ils veulent, ce qui est la priorité. Et dès que quelqu'un il dévie un petit peu, on les attaque. Donc, pour moi, ce n'est pas que la Suisse elle était spécialement ciblée, etc. C'est simplement que les États-Unis, une fois qu'ils sont décidés de faire des sanctions contre les Russes, etc., si un pays ne suit immédiatement pas, ils les attaquent. Ce qui, à mon avis, parle beaucoup plus sur la mentalité américaine que c'est un affront à la Suisse. Franchement, moi, comme je ne suis pas suisse, mais la Suisse ne doit pas se préoccuper de ces attaques. Les attaques qui sont venues dans le passé, c'était beaucoup plus difficile, beaucoup plus grave. C'était avec les archanges, la déhérence, etc., parce qu'il avait une base. Donc là, franchement, je pense qu'à ce moment-là, la Suisse était attaquée par les Américains pour des raisons qui sont concrètes. Donc là, et finalement, on a pu ça régler. Mais autrement, je ne pense pas. Par contre, je ne suis pas tellement d'accord dès que le monde ne parle pas de la Suisse. Moi, j'ai quand même représenté la Suisse dans le monde entier. Et j'ai toujours trouvé comme un atout positif. Quand j'ai parlé de Nestlé, c'est la Suisse. Et donc, on a profité de l'image qui est, à mon avis, dans la plupart du monde, assez positive sur la Suisse. Mais vous faites partie, justement, Nestlé fait partie presque des clichés sur la Suisse. Quand on pense à la Suisse, on pense souvent à jet d'eau, à banque, à plaque de chocolat. On pense aussi à Nestlé. Oui, c'est pour ça que je dis. Moi, c'est vrai que quand, par exemple, la Chine s'est ouverte
Nous, on était là en 1988, 89, donc on était tous les premiers là. Quand le gouvernement chinois, à cette époque-là, le Premier ministre, le président, il venait en Suisse, il passait d'abord à Nestlé et après à Berne. Okay? Parce que on avait des relations très étroites avec les Chinois, avec beaucoup d'autres. Donc on est un ambassadeur de la Suisse, on est vu comme ça. On a aussi l'avantage, et c'est l'avantage qu'on reflète aussi un petit peu la neutralité. Qui est un atout qui est très important dans la vie économique, qui les Américains, ils nous attaquent pour ça, okay? Parce qu'on se garde neutral. Moi, je me rappelle quand George W. Bush il a décidé que Syrie, l'Iran, et la Libye, c'est l'axe du diable, donc il faut les boycotter. À cette époque, j'étais encore responsable. On a construit une usine en Syrie, on a construit une usine en Iran. À Libye, on avait seulement une représentation. Et je ne me laisse pas influencer ce que les Américains ou les présidents, qui est jusqu'à ce moment-là, les responsables, c'est sa politique. Et je pense que c'est ça que la Suisse doit bien faire attention, de ne pas perdre cette indépendance. Mais est-ce qu'elle a le choix, justement, Mireille Zaki, aujourd'hui? Est-ce que face aux Américains, elle a le choix de se dire non, finalement, nous, on fera comme on veut? Alors, c'est ça le problème, parce qu'effectivement, la souveraineté des grandes entreprises suisses, c'est très, très important. C'est essentiel parce que la Suisse, c'est d'abord une économie. C'est ça, la Suisse. On ne va pas nier l'importance de Berne et du Conseil fédéral, mais on va dire la Suisse, elle s'exprime par sa monnaie, le franc suisse, dans le reste du monde, par ses multinationales, qui sont effectivement Nestlé, Roche et Novartis, qui représentent la moitié de la bourse suisse aujourd'hui. Les plus grandes fortunes, exactement, il y a les banques, mais elles ont perdu un peu, mais c'est vraiment Nestlé, Novartis et Roche qui pèsent énormément dans le SMI. Les deux plus grandes familles riches en Suisse, les deux plus grandes familles suisses en termes de richesse, c'est Hoffmann-La-Roche, les descendants du groupe Roche, et Ems-Chemie, directement après. On enlève les Wertheimer de Chanel parce que c'est des Français. Mais Ems-Chemie, c'est donc l'entreprise de M. Blocher, qui est le patron et fondateur de l'UDC. Il doit tout à l'exportation, tout comme Roche et Novartis, qui sont extrêmement internationalisés. La Suisse a prospéré grâce à l'ouverture sur le monde et, disons-le, grâce à des conditions cadres qui reposent d'abord sur la neutralité. Et la neutralité, ce n'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle neutralité ou la neutralité active ou la neutralité je ne sais pas quoi, puisqu'on est en train d'essayer de réinventer des concepts. Non, la neutralité, c'était une place où on faisait des affaires avec toute la planète, on ne prenait pas position, on ne peut pas séparer neutralité politique de neutralité économique, je n'adhère pas à ce discours. Et donc, c'est vrai que la Suisse, c'est une économie qui dépend de l'ouverture à l'international et ces entreprises doivent être souveraines dans les décisions qu'elles prennent, où est-ce qu'elles veulent s'implanter, avec qui elles veulent faire affaire. Eh bien, elles ne le sont plus aujourd'hui parce que, comme le dit l'émission, il faut choisir un camp. Et ça, malheureusement, pour la Suisse et l'avenir de son économie et de sa prospérité, c'est hautement problématique. Il faut le reconnaître. Alors, Philippe Wahl, pourquoi, justement, faut-il choisir un camp? Là, on a vu d'autres pays neutres qui sont en train de sortir du camp des neutres, la Suède, la Finlande, s'ils peuvent accéder à l'OTAN. Mais pourquoi, aujourd'hui, est-il nécessaire absolument de choisir son camp? Alors, avant de répondre à la question, l'image de la Suisse, je voudrais la changer. Enfin, je voudrais rajouter un petit quelque chose. Je ne pense pas que les Français n'aient pas la Suisse dans leur imaginaire. Ils ont une Suisse dans leur imaginaire. Peut-être que c'est un membre. Ils oublient peut-être que toute la Suisse n'est pas francophone. Pour eux, c'est un bout de France, mais qui s'est séparé, qui a réussi, qui nous invite pas en vacances parce qu'ils sont trop riches. Mais en réalité, c'est aussi un asile. Invite certains Français. La Suisse invite certains Français. Oui, c'est dans l'imaginaire, c'est l'image de la Suisse. Mais c'est un asile respecté, où des grands écrivains sont réfugiés, Thomas Mann, Borges, etc. Et puis, c'est lié aussi un peu à nos Lumières. Et ça compte, hein, les Lumières en France. Bon, voilà, Jean-Jacques Rousseau, c'est pas le meilleur des Lumières. Mais enfin, Jean-Jacques Rousseau. On connaît votre amour pour Rousseau, Philippe. On considère presque comme dans notre giron les grands écrivains qui sont profondément suisses, hein, Denis de Rougemont, Ramu, etc. Enfin, Dürrenmatt, ça fait partie de la francophonie. Ce sont des fleurons presque de notre culture. Et
Donc il y a quelque chose de... Il y a quand même un fort cousinage, il y a un rapport familial avec la Suisse dans l'imaginaire des Français. Alors pourquoi faut-il choisir son camp? Parce que c'est une question de survie. Ça n'est pas simplement qu'une question de morale. Quand le monde est menacé par des choses qui n'ont plus rien, enfin, qui se foutent des frontières, qui sont la guerre, précisément, c'est la contestation des frontières. Quand la guerre est proche, toutes les guerres ne se dérouleront pas, sans doute aussi, je sais, dans l'avenir, avec autant de sécurité pour la Suisse, tout simplement parce que les armes utilisées se foutent des frontières. Les armes nucléaires notamment et les armes chimiques et bactériologiques, si jamais par malheur elles étaient utilisées, ne s'arrêteraient pas à Ferney. Et donc, il faut choisir un camp parce que il faut bien survivre et puis il faut protéger la population, rentrer dans les processus de paix. Quand on veut rentrer dans un processus de paix parce que la guerre menace, il faut bien être dans un des deux camps, plus que dans l'autre. Sinon, ça marche pas, ça ne peut pas marcher. Quant à la prospérité économique, elle est due à la neutralité. C'est pas tellement dû à la neutralité, c'est dû à la stabilité qu'implique la neutralité. Les affaires aiment bien la stabilité. Quand il n'y a pas de stabilité, on ne veut pas implanter les entreprises, on ne veut pas mettre de l'argent. Voilà. Le commerce qui s'est fait, juste je voudrais terminer un petit truc, c'est que les grands investissements qui ont été faits en Chine, notamment, dans les années Deng Xiaoping, c'était un moment très important où on a cru que l'économie, en se développant dans un pays, allait apporter aussi la démocratie. La libéralisation économique apporterait la libéralisation politique. Ça, c'est faux. Ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. On peut très bien installer un libéralisme économique et qui sert, au contraire, à perfectionner la tenaille et la poigne de fer qui tient le pays sous la dictature. Ça, autre chose, on ne peut plus faire... On a compris avec Poutine, avec Xi Jinping, qu'on ne peut pas faire confiance aux dictatures. Voilà, c'est plus la peine de compter sur l'épanouissement économique pour améliorer les régimes. Donc obligation de choisir le camp des démocraties. Mireille Zaki, vous n'êtes pas d'accord? Obligation. En fait, je reconnais le discours néoconservateur de M. Val. Néoconservateur, moi? Bien sûr. Mais est-ce qu'on a une pression? Est-ce qu'on a une pression? Parce que est-ce que la Suisse a le choix? Est-ce que la Suisse a le choix des armes aujourd'hui? En fait, voilà, la Suisse, elle ne pense pas en termes néoconservateurs. Elle-même, elle n'est pas en train de penser qu'elle est menacée par des armes nucléaires russes ou quoi que ce soit. Seulement, elle n'a pas le choix. On l'a vu aussi avec l'affaire fiscale. Quand les États-Unis, la France, l'Union européenne, l'Allemagne ont attaqué le secret bancaire, qu'ils ont commencé à envoyer des espions dans les banques suisses, il n'y avait pas le choix. C'est un principe. C'est un rapport de force, c'est un principe de réalité pure. La Suisse, si elle dit non, si ces entreprises disent non, je reste en Russie, on voit ce qui se passe. On voit M. Zelensky qui vient dire ça, c'est des collaborateurs de guerre, ils sont responsables de crimes de guerre. On voit la publicité catastrophique qui est faite à ces entreprises. Et donc une pression énorme qui fait que finalement, on n'a pas le choix. On est pris par le col et on est incité à faire ce qu'il faut faire. C'est des politiques de force. De facto, la Suisse a déjà choisi son camp. On est déjà dans le camp des démocraties occidentales libérales. On est déjà, enfin, on intègre l'essence, enfin pas l'essentiel, mais une grande partie du droit européen. Mais pas assez. Pas assez. Pas assez, en tout cas de la vie des Américains. D'ailleurs, on va voir peut-être une piste d'explication, même si ça date de quelques années. C'était une fausse publicité qui était dans votre émission 26 minutes à l'époque sur la RTS. Ça date du 25 novembre 2017. On regarde. Yeah! Avec notre politique, notre pays great again. Nous, les Américains, nous sommes les plus riches de la planète. C'est qui les plus riches? Avec une fortune moyenne par adulte de 528 000 francs cette année et 8,8% de millionnaires, c'est qui les plus riches? C'est où? Il est où le fric? En Suisse. Le fric est là. Oui, mais vous avez toujours plus de pauvres. Who cares? Alors, vouloir récupérer des capitaux, c'est peut-être la raison. Mais Peter Brabeck, je vous laisse réagir, mais il y a peut-être... il y a nos politiciens aujourd'hui qui nous demandent aussi d'être moins neutres, moins prudents, y compris à droite. Le patron du centre, Gerhard Pfister, qui a appelé justement la Suisse à parler de neutralité scandaleuse. Moi, je ne suis pas politicien, pas du tout. Mais est-ce qu'il avait raison sur Gerhard Pfister, qui est une... Il faudra quand même penser une chose. La Suisse, il fait aujourd'hui comme si c'est la Suisse qui a choisi la neutralité. C'est pas vrai.
La neutralité était imposée à la Suisse en 1815, quand le tsar russe a exigé à la conférence de Vienne que la Suisse devienne neutrale. Ce n'était pas que la Suisse a voulu être neutrale. C'est pas vrai. C'est une imposition. D'ailleurs, le deuxième pays qui est neutral, c'est l'Autriche, qui a imposé la neutralité. Qui ne l'est plus tout à fait. En 1955, c'était les Russes. Les Russes, il a dit, on vous donne la liberté, jusque-là on était occupés, contre une déclaration de l'Autriche comme neutrale. Basiquement, ce que les Russes ont voulu de la Ukraine, c'était exactement ça. Imposer la troisième fois la neutralité à un pays. Mais en Suisse, on prend aujourd'hui comme c'était une chose des Suisses. Non, pas du tout. Ils ont profité de cette neutralité. Pourquoi on a demandé la neutralité? Parce que géographiquement, quand on parle de la Suisse, il faut regarder la géographie. Géographiquement, vous êtes au centre de l'Europe. Tout autour était en guerre tout le temps. Okay? Et ils avaient besoin d'avoir un pad qui restait neutral. C'est pour ça qu'il a une neutralité. Et moi, je pense que les Suisses, comme très pragmatiques, ils ont bien profité de cette neutralité. D'abord, pour s'enrichir en vendant des mercenaires. Et c'était les Suisses qui ont travaillé avec les Habsbourg contre les Français, après les Allemands, les Prousses contre les Français. Et les Suisses, ils s'étaient acquis. Donc, et le pape contre le reste du monde. Et finalement, le pape qui l'a dit, voilà où c'est. Mais c'était extraordinaire. Et moi, je pense, même aujourd'hui, cette neutralité, si moi j'étais Suisse, je la défendrais mais jusqu'à la fin. Et ce n'est pas en contresens contre de faire des sanctions. Ça, ce sont deux choses qui sont différentes. Mais la défense de la neutralité de la Suisse, à mon avis, c'est une chose extrêmement importante. C'est un peu un mythe, cette neutralité, parce que, enfin, pour la plupart des habitants, je pense que la plupart des habitants s'en foutent de savoir que leur pays est neutre ou pas. Neutralité politique, mais neutralité économique. Les habitants, je pense que oui. Je pense que vous allez dans la rue, les gens, ici, ils s'accrochent comme quelque chose auquel ils croient, mais qui ne représente rien de concret pour eux. C'est pour ça que je parle de mythe. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui compte beaucoup pour les milieux des affaires, qui en profitent largement. Oui, c'est le milieu des affaires et la classe politique. Principalement, et la classe politique qui défend le milieu des affaires. C'est la stabilité. Alors François Garçon, justement, la neutralité, comme cause, comme plutôt grâce à la neutralité, on est riche. C'est quelque chose avec lequel vous êtes d'accord? Alors, je suis d'accord. Alors, je répondrai à mon néoconservateur. Je n'ai pas dit néofasciste. Néoconservateur. Non. La neutralité suisse, moi, je veux bien que vous la défendiez de cette manière-là. Il faudra savoir si elle sera toujours revendiquée comme telle si l'Autriche est envahie par les Russes. Est-ce qu'on continuera à revendiquer une neutralité farouche et non interventionniste? Les Suisses s'interdiront de fournir des armes aux Autrichiens pour lutter contre... Moi, je pense qu'à un certain moment, la plaisanterie doit cesser. Je veux dire que les Suisses fournissent des armes à un pays qui est envahi par un autre de manière invraisemblablement brutale. Moi, ça ne me choque pas. Alors, maintenant, j'aimerais revenir sur les questions de prospérité. C'est vrai que, encore une fois, vu de l'étranger, c'est un pays qui fait envie. Ne serait-ce que par le nombre de frontaliers, le nombre de gens qui viennent y résider. Et quand même, on vous envie à Paris, à la fois de votre niveau de salaire, mais également quelque chose qui est mal connu en France, c'est les conditions de travail. Les conditions de travail en Suisse me semblent infiniment plus saines qu'elles ne le sont en France, où vous avez toujours un premier de la classe qui a eu son diplôme à l'âge de 20 ans et qui, à 57 ans, continue à vous donner des ordres au seul motif qu'il a une décoration scolaire obtenue de manière inepte à l'âge de 20 ans à travers un concours stupide. Donc, sur les raisons de la prospérité suisse, je pense que ça n'est pas simplement lié au fait qu'il y ait 3 grandes multinationales. D'abord, je pense qu'il y en a quand même d'autres. Il y a toute une série de secteurs dans la mécanique de précision qui ne sont pas des grandes multinationales, mais qui exportent quasiment la totalité de leur production. Il y a dans l'alimentaire, il y a dans l'horlogerie. Bref, je pense que c'est un pays qui, lorsqu'on dégage
25 milliards de francs, je crois, détrompez-moi si je suis dans le faux, mais enfin, en 2020, je crois que c'était 25 milliards. C'est-à-dire que, rapporté à la population allemande, c'est 25% de plus d'excédents que les Allemands. C'est-à-dire que c'est un pays qui a une formidable capacité à s'exporter. Maintenant, les raisons de cette prospérité suisse, je pense qu'elles sont multiples. D'abord, il y a un système de formation, et j'en parle moi, puisque moi j'ai un système de formation, j'agis dans un système de formation qui est délabré. Je vois quand même que le système de formation suisse, il est extraordinairement efficace. Alors peut-être que du point de vue suisse, il ne l'est pas assez. Et vous avez raison d'en demander davantage. Moi, je vois simplement en termes de benchmarking, quand je compare l'état de délabrement de mon institution, qui est la Sorbonne, et quand je vois le fonctionnement de l'EPFL, de l'Université de Genève, par laquelle je suis passé il y a un demi-siècle, quand même, je dis chapeau. Après, il y a une éthique du travail. Quand même, on ne peut pas mettre sous le boisseau le fait que les Suisses sont... il y a une espèce d'addiction au travail. Quand vous rejetez la semaine, les 5 semaines, quand vous rejetez les 36 heures ou 37 heures, quand les Français continuent de payer les 35 heures, je suis désolé, je vais vous paraître aussi comme néo-conservateur, néo-fasciste, etc. Donc, Miyazaki est libéral. Elle n'a pas encore dit. Je devance. Non, c'est géopolitique. 35 heures. Et je pense qu'il y a quand même un dernier point, et moi, c'est sur quoi j'essaie de me battre en France depuis 15 ans, c'est les droits référendaires qui fait que, comme vous l'avez noté, votre pays est d'une stabilité extraordinaire. Et cette stabilité, elle n'est pas du tout l'équivalent de l'immobilisme. Je trouve que les journalistes, même les journalistes suisses, devraient s'intéresser à toutes les votations communales. Les votations communales sont fabuleuses. On s'intéresse aux votations fédérales. Le Temps, la Tribune de Genève, etc., nous parlent des votations fédérales. Mais les votations communales, où dans une petite commune, vous avez des gens qui votent pour soit l'augmentation des impôts, soit la baisse des impôts, pour la... Un grand spécialiste, justement, des institutions, y compris communales, et de ces votations. Nous, qui sommes dirigés par des incompétents monarchiques, on ne peut qu'envier ce système, cette subsidiarité dont vous, apparemment, semblez... oui. Alors, je vais vous dire, je vous laisse réagir, Mireille Daquis, après faire une petite pause, donc brièvement, je vous laisse réagir. Je veux juste répondre que tout ça est vrai, mais ça repose beaucoup sur quand même les recettes du passé qui ont fait la gloire de la Suisse sur les 30 à 50 dernières années. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de petites entreprises de microélectronique qui sont exportatrices, qui dépendaient beaucoup de l'étranger, etc. Mais aujourd'hui, si on voulait être leader dans les puces de mémoire qu'on met dans les Natel, par exemple, ou si on voulait être dans les graveurs de puces, justement, les systèmes qui gravent des puces nanométriques. Ça, c'est en Corée, ça se trouve en Corée ou dans des entreprises qui sont principalement en Asie, même plus aux États-Unis. Et le niveau de formation ici ne serait pas suffisant pour régater avec Samsung, par exemple, ou d'autres leaders mondiaux de la technologie. La vérité, c'est que nous, aujourd'hui, en Suisse, on n'a pas de géants technologiques, on a des géants industriels, on a une économie qui n'aide pas beaucoup l'écosystème de l'innovation, mais des petites entreprises. On a de l'innovation dans les très grandes entreprises. Tout ce qui nous classe numéro 1 dans l'innovation, c'est des brevets et des inventions qui sont faites par les grandes entreprises de la pharma. On est très présent. Oui. C'est le problème de l'Europe. Oui, c'est ça. C'est que l'Europe est devenue un nain technologique par rapport à la Silicon Valley, etc. Et les 30 à 50 prochaines années, la question c'est d'où va venir la croissance de la Suisse. Et donc, je redis quand même que la neutralité... On a un peu d'avance sur le débat. La neutralité, c'est good for business. La neutralité, aujourd'hui, ça se passe à Dubaï, ça se passe... Même c'est en Turquie qu'on a des pourparlers. On est étonné qu'il y a des nouveaux pays qui émergent, qui prennent un peu la place de la Suisse, tout en étant concurrencés sur le plan industriel, microélectronique, etc., par des pays comme la Chine. Donc on doit vraiment se poser la question, si on regarde que du point de vue de la Suisse et de son intérêt et de l'intérêt de son économie, sur quoi nous, on va faire reposer nos forces. C'est une vraie question et elle n'est pas facile à répondre du tout. Alors effectivement, ça sera le cœur de cette deuxième partie, le rapport des Suisses à l'argent, à la prospérité, l'envie qu'ils n'ont de ne pas la perdre, qui est dépendante aussi de la neutralité. Mais on fait tout de suite une courte pause et on se retrouve juste après.
Le Point de retour. La Suisse attaquée de toutes parts, peut-elle survivre sans sa neutralité? Serons-nous encore riches dans 30 ans? On continue d'en parler. Tout ça, bien sûr, en attendant Alexandre Kominac et son avis sur la question. Ce sera en fin d'émission. La prospérité, c'est donc cardinal pour les Suisses, qui est menacée aujourd'hui. Quel est leur rapport au sous, à l'argent? Vincent Cuchol, qui justement y avait consacré tout un spectacle, le fric, un spectacle cher que vous avez fait avec Vincent Veillon en 2017. Oui, je pense qu'en effet, Mireille Zaki disait tout à l'heure que la Suisse est avant tout une économie. Je pense que c'est vrai. Les fondateurs de la Suisse moderne ont créé un État nain, un État libéral, fondamentalement libéral. Ils se sont inspirés du pays le plus libéral à l'époque, les États-Unis. Et donc c'est un pays dont les institutions ont été créées pour permettre aux affaires de prospérer. Et puis par ailleurs, ces fondateurs de la Suisse moderne étaient aussi tous protestants, ce qui fait qu'on a un rapport un peu compliqué à l'argent. À la fois, on est tout fiers de dire qu'on paye des loyers hyper chers par rapport aux autres États qui nous entourent. On est fiers de rouler dans des bagnoles qu'on a payées 100 000 balles. On est fiers d'avoir des habits de marque. Mais quand on nous demande notre salaire, on ne le dit pas. Donc c'est un rapport un peu contrarié qui est surprenant, mais qui s'explique historiquement, je pense, par cette culture protestante un peu austère, mais aussi ce côté flamboyant qui quand on a du fric, on a envie que ça se sache, et comme on en a... Mais est-ce qu'on aime plus les sous ici qu'ailleurs? Oui, je pense. Regardez dans la rue, non? Ah, je ne sais pas. Il y a eu des époques, justement, où le protestantisme, c'était de ne pas montrer ses sous, même s'il y en avait beaucoup dans les coffres. On le montre quand même pas mal, je crois. Peter Brabeck, vous êtes d'accord avec ça? Vous ne pensez pas qu'on le montre? Les Suisses, plus que les Autrichiens ou les... Moi, je suis canois. Ouais. Attendez, monsieur Garçon. Non, mais c'est du bling-bling. Chez nous, on a des Patek Philippe, on a des Audi RS6 à 150 000 balles. À Cannes, ils ont de la dette envers envers la Maserati, ils ont des Ferrari. Mais c'est des étrangers. Oui, puis ils sont des étrangers, puis ils sont moins nombreux proportionnellement au mètre carré. Mais le rapport à l'argent... Attendez Philippe, juste laissez finir Peter Brabeck. Est-ce qu'en Suisse, on aime plus les sous qu'ailleurs? Est-ce qu'on a tout fait pour en gagner plus qu'ailleurs, peut-être? Oui, on dit toujours les Suisses, ils aiment bien jeter l'argent par la fenêtre. Ah ouais? Ah bon? Ça pousse. L'autre sens, l'extérieur à l'intérieur, pas de l'intérieur à l'extérieur. Okay? Je pense que c'est ça, si vous regardez bien. Et moi, je trouve que franchement, vous avez mentionné quelques noms, je ne vais pas les répéter, mais si vous regardez la manière comme les riches se portent en général en Suisse, et vous comparez ça avec quel autre pays en dehors, c'est une des raisons pour laquelle il n'a pas cette séparation sociale. Parce qu'il se porte, tu le trouves dans les trains, avec sa valise, comme tout le reste du monde. Et ils se portent, ils ne montrent pas, ils ne font pas ces plis-plis. Ce n'est pas eux, vous regardez. Même s'ils sont peut-être une collection de Ferrari, des trucs, ils les dans la garage. Ils ne sortent pas tellement en dehors. Et ça aide beaucoup. Parce que dans les autres pays, la Russie, c'est le meilleur exemple. Quand tu as un groupe qu'on appelle l'oligarque et qu'il n'a pas comment dépenser l'argent, okay? Tu vas dans les fêtes où une bouteille, un pain, 10 000 euros. Et le jeune à côté, il dit « remplis-moi la table ». Simplement pour montrer qu'il a l'argent. Ça n'existe pas. Tu ne vas pas trouver un seul Suisse qui te fait une chose comme ça. Est-ce que c'est un système, la Suisse, justement, qui est fait plus que les autres pour fabriquer de l'argent? Mais la Suisse, la Suisse fut créée pour faire la prospérité pour sa population. La vraie tâche du gouvernement suisse, c'est créer une infrastructure qui permet la création de valeur à la population. Ça, c'est la vraie tâche. Donc la tâche du politique, c'est de créer des conditions cadres pour l'économie. C'était. Aujourd'hui, ça a commencé. Pas pour toute la population. Au début, ce n'était pas toute la population. Mais encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que la politique est devenue... Il ne faut pas oublier que la Suisse était un système de milices. Okay? Jusque-là, ça s'est développé parfaitement bien. Quand la politique est devenue professionnelle, c'est là que tout change. Parce que c'est là que la politique, pour la politique,
il est devenu prédominant. Il n'est plus la politique pour créer une infrastructure qui permet la création de valeur. C'est ça le grand danger, à mon avis, de la Suisse pour l'avenir, parce qu'il est devenu, il a suivi un petit peu le modèle français, qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir. Et on espère que ça, si vous regardez la réglementation, si vous regardez les chiffres de réglementation, la statistique, pendant les derniers 10 ans, ça montait une courbe comme ça. Plus en plus, c'est réglementé, c'est l'État qui fait qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est mauvais, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça, etc. Et les demandez pas tous. C'est pire qu'en France. C'est aussi lié à notre proximité avec l'Europe qui fait qu'on veut faire des affaires avec eux, donc on doit se mettre aux normes et puis accepter de jouer leurs règles. Non, mais la réglementation, elle est liée à des problèmes d'un souci de justice sociale. C'est les règles à tort ou à raison l'affaire, mais c'est un souci de justice sociale d'une part, et par ailleurs, c'est beaucoup lié à l'écologie. La réglementation qui continue effectivement à s'épaissir, et on ne peut pas condamner ou approuver d'un trait de plume. Il y a débat pour chaque règle, en quelque sorte, est-elle pertinente ou non. Mais on est encore très loin de la France. Maintenant, ce que vous avez dit, oui, le code du travail français est délirant. Ça, c'est vrai. Et il est un obstacle à l'emploi. Mais Philippe, est-ce qu'en France, on aime moins les sous, on sait en tout cas moins les fabriquer qu'en Suisse? Le rapport à l'argent est un rapport honteux. En France. En avoir, c'est pas bien. Ne pas en avoir, c'est suspect. Ne pas en avoir, c'est qu'on est une feignasse. Et quand on en a trop, on est un profiteur. Donc on n'a pas beaucoup de choix pour avoir une bonne image. Il y a un rapport, l'argent, c'est pas très propre, etc. Mais je pense que ce que vous disiez tout à l'heure est vraiment très important. Les pères fondateurs de la Suisse ont fait une constitution. Une constitution, c'est quand même pas n'importe quoi. Comme les Français, c'est une démocratie. Et ensuite, elle doit laisser place au business, elle doit donner de la place, comme en Amérique. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Elle garantit des droits, elle garantit une liberté d'entreprendre, une liberté de devenir riche ou de rester pauvre. Alors évidemment, il y a des choses, des conséquences de mauvaises naissances ou de mauvais endroits ou de mauvaises couleurs de peau qui font qu'on est plus ou moins défavorisé, mais ça tend à planir ça. Ça n'est pas comme dans les pays où on s'enrichit alors qu'il y a des structures patriarcales épouvantables, une surveillance, un fascisme réel, en réalité appliqué à la vie quotidienne. Là, c'est pas le cas. La Suisse, la France, l'Amérique sont des pays différents, mais ils ont effectivement des constitutions politiques qui permettent la prospérité, soucieuses de permettre la prospérité, à la fois garantir des libertés, la sécurité des gens et la prospérité financière et commerciale. Alors, voilà. C'est quelque chose. Attendez. La seule chose peut-être avoir avec Mireille Zaki et François Garçon. Quand il a adopté la Constitution des États-Unis, ils ont éliminé la présidence. Ça, c'est l'effet. Ça, c'est l'effet. C'est la taille qui fait ça. Non, c'était la volonté. Non, c'est la pour volonté. Pour faire respecter des lois fédérales aux États-Unis, il faut un pouvoir exécutif fort. C'est obligatoire. Non, c'est ça qui est tout. Vous connaissez les États-Unis comme moi. Oui, vous allez dans le sud des États-Unis. La Suisse aurait pu être plus centralisée, mais elle a choisi d'être très décentralisée. Mireille Zaki. Il ne veut pas avoir un pouvoir central. De diffuser le pouvoir, c'est vraiment à la base de la philosophie suisse. Mireille Zaki, vous vouliez réagir justement. C'est vrai. La France, évidemment, c'est présidentiel jusqu'à l'extrémisme. Voilà. Mireille Zaki. Pas un pays. Attendez, François Garçon. Mireille Zaki va réagir à un rapport des Suisses avec les sous. Oui. Alors, j'adhère au fait que la Suisse n'a pas là, parce que moi, je suis orientale aussi, puis je vois comment en Russie, les gens se comportent avec leur argent, mais aussi dans les pays du Golfe. D'ailleurs, on a eu l'affaire Maudet qui était très évocatrice de ça, parce que un conseiller d'État genevois s'est fait inviter par un émir qui a voulu justement faire étalage de sa richesse, et ça a provoqué tous les drames qu'on sait à Genève. Et donc, le rapport à l'argent des gens du reste du monde, que ce soit du Pakistan, l'Inde, le Moyen-Orient,
notamment au Brésil et à la Russie, est très très différent du rapport de la Suisse qui est très discrète. Mais ce qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'on a eu un creusement des inégalités. Et là, je rebondis sur ce que Vincent Cuchol a dit. Il y a une pauvreté en Suisse. La Suisse, ce n'est pas du tout un pays égalitaire, contrairement à... On la confond avec la Scandinavie, mais la Suisse est un pays très inégalitaire en termes de richesse. Depuis une dizaine d'années, la pauvreté augmente en Suisse. Les subventions aux primes d'assurance maladie ont quadruplé depuis les années 90. La précarité, il y a 150 000 working poor, ça n'arrête pas de progresser. Et donc, les personnes aisées qu'on peut connaître si on est par exemple dans le journalisme économique ou financier, comme c'est mon cas, les avocats, les gens qui touchaient des gros bonus dans les banques en Suisse romande et vers Pfäffikon, Zug et ailleurs, et Schwyz, eh bien, c'est vrai qu'ils vivent dans des très très belles maisons, mais souvent même avec des gardes du corps et des patrouilles de sécurité maintenant qui circulent. Et aujourd'hui, en Suisse, c'est un peu comme ça aussi. On peut se retrouver en tant que personne aisée, vivant dans des bunkers sécurisés, prenant des jets privés, mais étant toujours surveillé à la descente de l'avion, à la montée. Enfin, on n'est pas totalement libre aujourd'hui en tant que riche, au jour d'aujourd'hui, en 2022 où on parle, parce que les inégalités se creusent aussi en Suisse, qui est un pays qui, malheureusement, peut-être parce que la politique c'est trop devenu trop politicien, il y a trop de lobbies qui interviennent, etc. Oui, ça a pris une direction où la base de la société s'est paupérisée et puis il ne faut plus trop montrer sa richesse. Alors justement, parce que malheureusement il ne reste que quelques minutes, on va devoir conclure, j'aimerais savoir, est-ce que la Suisse a mangé son pain blanc et est-ce qu'on peut garantir notre prospérité pour les 10, 15, 20 prochaines années? François Garçon, je vous entendrai à tour de rôle. Alors franchement, faire une prévision sur 30 ans, je peux vous dire, moi, exactement combien gagneront les Suisses en salaire médian en 2084. Je serai mort. D'accord. Donc je peux vous raconter n'importe quoi. Mais est-ce qu'on est sur une pente ascendante ou sur une pente descendante aujourd'hui? La Suisse sera en déshérence économique, elle peut dire n'importe quoi. Par contre, elle sera toujours présente pour justifier ses prévisions. Oui. Je pense quand même que ce discours de type misérabiliste, quand on l'entend de l'étranger, on a quand même peine à le croire. Quoi. Parce qu'on connaît mal la Suisse. Oui, enfin que la Suisse, qui a un seuil de pauvreté, je ne nie pas qu'il y ait des pauvres en Suisse, je ne le nie pas. Je dis, mais quand même, benchmarking, regardez un peu autour de vous, regardez les Italiens, les Espagnols, regardez la France. L'OCDE a des OK, mais dans la configuration actuelle, et dans la configuration actuelle, le redécoupage du monde politique en deux camps, est-ce que la Suisse, aujourd'hui, a des conditions pour s'assurer sa prospérité à court terme et à moyen terme? Écoutez, en 1992, on a annoncé que la Suisse, parce qu'elle refusait de rentrer dans l'Union européenne, allait vers une catastrophe. Reprenez tous les éditoriaux de la presse suisse, c'était une calamité. 1992-2022, j'ai pas l'impression que les Suisses se soient appauvris. Et or, il y a 40 ans, on annonçait que c'était l'apocalypse. Pareil avec la parité euro-franc-suisse en 2015, on annonçait aussi le cataclysme. Ça fait des années qu'on annonce la fin. Alors le génie helvétique, c'est ça, c'est d'arriver à s'en sortir, quelle que soit la situation. Encore une fois lié aux institutions, en partie aux institutions politiques, à savoir le fédéralisme, la démocratie directe, et puis aussi le scrutin proportionnel qui fait que tout le monde est représenté. Ça fait qu'on doit négocier, on doit... Les gouvernements, il y en a 27 en Suisse, ils sont tous pluralistes, et donc ils doivent tous se mettre d'accord. La concordance, la recherche du compromis, ça entraîne de l'acceptabilité sociale, ce qui fait qu'il n'y a pas de conflit dans la rue ouvert, ou en tout cas rarement, ce qui fait que les décisions qui sont prises par les gouvernants sont acceptées et sont finalement peut-être les moins mauvaises et les plus adaptées peut-être. C'est ça, en partie, le génie suisse, je pense, c'est lié beaucoup d'institutions. Je pense que génie suisse, Philippe, et puis Peter Brabeck comme conclusion. Des inégalités n'est pas un problème suisse, c'est un problème de tous les pays riches qui se sont ouverts à la mondialisation, à une certaine mondialisation à partir de la fin des années 70, une mondialisation qui a permis, alors là, provisoirement, de faire monter le niveau de vie dans le reste de la planète, à supprimer les famines, et là ça va revenir à cause de la guerre en Ukraine, mais à sortir de la grande misère toute une partie du monde, mais on y a perdu. Nous, dans les pays riches, on n'a pas su maintenir l'égalité, assez d'égalité. Bon, voilà. Ça ne tient pas aux institutions, ça tient vraiment à la mondialisation, à une certaine mondialisation de l'économie. Peter Brabeck, et justement aussi le génie suisse aujourd'hui, c'est de commercer avec qui ? Avec le bloc occidental ou bien avec d'autres pays, justement, peut-être demain les maîtres du monde, puis la Chine?
Non, moi je dirais peut-être encore sur cette discussion éternelle sur la inégalité. Toute la vie, elle est inégale. OK? Donc, éliminer la inégalité, ça n'existe pas. Ce qu'il faut assurer, c'est la égalité des opportunités. Et c'est ça que la Suisse est là, franchement. Grâce à un système éducatif qui est exceptionnel et unique, pas seulement parce qu'il y en a dans les autres, par exemple en Allemagne, il y a le système dual, en Autriche, il y a le système dual. Donc ils ne sont pas seuls. Mais ce qui est la différence, c'est qu'en Suisse, je peux faire le système dual et je peux être reconnu après socialement équivalent à un degré universitaire. C'est très différent de la France. Hein. C'est ça qu'il est en Autriche. On n'est pas des Si vous aristocrates. n'êtes pas en Autriche, docteur au diplôme Kaufmann ou je ne sais pas quoi, socialement, vous êtes dans une autre classe. Ça n'existe pas en Suisse. Cette égalité des opportunités, ça, il faut les garder en Suisse. Ça, c'est important. Le reste, ce n'est pas important. Encore une fois, est-ce que oui, il y a plusieurs secteurs. Ça, contrairement aux très années rapidement, 90, Mireille Zaki, parce les que banques il est temps de concurrencées par la technologie, les services financiers en Asie, en Afrique, partout dans le monde, l'horlogerie qui n'a peut-être plus autant de potentiel, le commerce de matières premières, la diplomatie. Il faut regarder secteur par secteur pour pouvoir vraiment prédire. Et sur tous ces secteurs, les conditions ont dramatiquement changé et il faut se réinventer. Il faut se réinventer. On va en reparler dans quelques années. On va se retrouver ici. Alors, on va entendre justement Alexandre Comina qui se réinvente à chaque émission. Et ça faisait très longtemps d'ailleurs qu'on n'avait pas entendu te réinventer en plateau. L'expert géopolitique arrive. Vous allez bien ? C'est ta mission, entre autres. Ah ouais, la Suisse, hein, le chocolat, les banques, le café-pipe à Genève aussi, les concours de fellation en Argovie. On n'en parle pas assez de ça. Quel pays formidable. C'est vrai, moi franchement, plus je voyage, plus j'aime la Suisse. Je sais pas vous, mais quand tu rentres de l'étranger, tu arrives en Suisse, t'es content, quoi. Moi, j'ai vraiment l'impression d'être ce mari infidèle qui retrouve sa femme et qui réalise la chance qu'il a de la retrouver. Hein. À chaque fois, je me dis, j'ai quand même de la chance, quoi. Alors c'est vrai, c'est peut-être pas la plus fun. Hein. À partir de 22h, elle veut plus aucun bruit, sinon elle appelle la police. Elle aime pas trop que je ramène des gens à la maison, mais bon, elle est là, elle fait tout pour moi, elle m'a tant donné, puis c'est la seule qui est d'accord de me mettre des doigts, donc oui, parce que l'assurance maladie, on en parlait, c'est quand même un massage prostatique exceptionnel. Alors juste par contre, si vous vous demandez comment je connais ce sentiment de mari infidèle, c'est vraiment parce que je me suis renseigné auprès d'amis. Hein, ça n'a rien à voir avec moi. Enfin, d'ailleurs, je sais même pas. Non, en plus, et puis je sais même pas pourquoi je me justifie parce que mes ex ne regardent pas les Mans Bleus. D'ailleurs, j'ai une question, qui regarde les Mans Bleus ? Non, mais c'est vrai, moi j'adore la Suisse, surtout depuis que je travaille en France. Mais on t'aime aussi, Alexandre. Oui. Mais depuis que je travaille en France, vraiment j'adore la Suisse. Pour vous donner un exemple, mardi soir, j'ai joué dans un bar à chicha à Ivry-sur-Seine. Voilà. Alors si Zemmour était là, il dirait que c'est pas la France. Alors que oui, parce que tu joues devant des gens qui sont fiers et qui attendent le moindre truc pour te critiquer. On appelle ça comment ? Des Français. Tu sors de là-bas, tu es au milieu de Tours, en banlieue, avec des nanas qui rêvent de Dubaï. Oui, parce que c'est le rêve actuellement pour les Françaises, les Français, Dubaï. Dubaï, c'est comme le Fight Club. Hein. Il y a une seule règle à respecter, ne jamais demander à une influenceuse ce qu'elle a fait pour toucher 25 000 € la semaine. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu un peu les scandales qui sont sortis. Disons que la gastronomie locale, c'est beaucoup de glace italienne au chocolat, mais sans chocolat. Voilà. Pour les vieux qui nous regardent et qui ne sont pas sur les réseaux, comment vous dire, moyennant une somme d'argent importante, il y a des filles qui acceptent qu'on leur fasse caca dans la bouche. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi à chaque fois que je rentre en Suisse, je me dis, bordel, j'ai de la chance. Mardi soir, je joue à Ivry-sur-Seine. Mercredi soir, je joue à Bulle, dans le canton de Fribourg. Tu vois, le grand écart, quoi. Là, si Zemmour était là, il se dirait c'est le paradis. Parce que les seuls êtres vivants de couleur que j'ai vus, c'était des vaches. Donc, je vous jure, vraiment, tu arrives là-bas, les gens, ils sont contents de te voir avant même le spectacle. Hein, et après le spectacle, il n'y a pas de tour, il n'y a pas de Dubaï, il n'y a pas de meuf en plastique. Bon, il n'y a pas de meuf tout court. Mais à quoi bon quand tu as une belle terrasse avec une fondue accompagnée d'une bouteille de petit Arvin, le tout en parlant mal des frouzes. Franchement, c'est un peu notre paradis, ça. Bref, ma chère Suisse, t'es peut-être pas la plus cool, mais qu'est-ce que je suis content de te revoir à chaque fois. Jamais je te quitterai, jamais. Surtout si c'est pour aller à Dubaï, non. En plus, pareil que leur fondue est comme une influenceuse après
après avoir couché avec un prince saoudien, c'est-à-dire trop liquide et absolument dégueulasse. Bon appétit et bonne soirée. Merci Alexandre Kominak et merci à vous toutes et tous. Ce soir, le point sur la Suisse, attaquée de toutes parts, sa neutralité et surtout sa prospérité menacée ou pas. C'est fini, on se retrouve dimanche prochain pour parler antisémitisme et conflit israélo-palestinien qui s'embrase méchamment, un débat facile, avec Dominique Régnier, Elie Barnavi, Metin Arditi et Amit Julliard. En attendant, on vous souhaite une excellente semaine et une belle soirée à toutes et tous sur Les Monts Bleus.